Bonjour Adrien Gindre, il est 8h30. Votre invité ce matin? Il a été commandant suprême pour la transformation de l'OTAN. Il a également été chef d'état-major de l'armée de l'air française. Et on va revenir bien sûr avec lui sur la situation autour de l'Ukraine. Bonjour Général Jean-Paul Palmeiros. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait 36 heures maintenant que la Pologne a été touchée avec ses deux victimes, deux morts. Les Russes, les Ukrainiens, les Occidentaux ont donné des versions sensiblement différentes. Quelle est, vous, aujourd'hui, votre analyse sur ce qui s'est réellement passé mardi soir? Mardi soir, dans un premier temps, il y a eu une attaque massive perpétrée par les forces russes, sous les ordres de M. Poutine. Sur l'ensemble de l'Ukraine. Sur l'ensemble de l'Ukraine, une attaque qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent, de haute intensité, une centaine de missiles divers et variés, et qui ont été lancés, en particulier contre les grandes villes, y compris Lviv, une grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Et avec une nouveauté cette fois-ci, c'est que ces missiles, a-t-on cru, n'avaient pas touché que l'Ukraine, puisqu'on s'est interrogé d'abord sur l'origine de ce missile qui a frappé la Pologne. Donc, ça a créé effectivement une atmosphère très tendue pour les forces ukrainiennes, en premier lieu, qui sont là pour protéger leur territoire, leur peuple, leur souveraineté. Et donc, la défense antiaérienne ukrainienne a donné à 200%, au maximum de ce qu'elle pouvait faire. Elle semble assez efficace, d'après des résultats. Et ce faisant, donc, il semble aujourd'hui... Ça demande évidemment toute l'expertise qui est en cours en ce moment, qu'un des missiles de cette défense antiaérienne, un missile d'origine russe d'ailleurs, ça s'appelle le S-300, ait eu un problème quelconque, technique, et soit tombé donc, en Pologne, une ville qui est très proche de la frontière. Et c'est ça le vrai sujet, il est là. C'est le risque qu'il y a de mener une guerre à la frontière de l'OTAN pour la Russie. Et donc, malheureusement, alors là, c'est vraiment pas de chance, si je puis m'exprimer ainsi, c'est tombé et ça a fait 2 morts. Voilà, donc c'est un incident. Le Polonais dit la Pologne n'était pas la cible, elle n'a pas été attaquée. C'est aussi votre analyse. C'est désormais une sorte de consensus, on va dire, occidental. D'abord, on ne voit pas quel sens ça aurait pu avoir d'attaquer la Pologne à cet endroit-là. Enfin, il y a évidemment toutes les thèses en disant... On rappelle que le missile est tombé sur un bâtiment agricole, par ailleurs. Oui, il y a des thèses en disant que c'était pas loin d'un réseau électrique. On n'est jamais très loin d'un réseau électrique. Donc, moi, j'y crois pas. Je pense que la Russie a beaucoup trop à perdre en agressant d'une manière ou d'une autre l'OTAN. Elle le sait. Et donc, d'ailleurs, elle a réagi très vite. Elle a donné des éléments... Je pense qu'on peut s'en tenir à cette thèse, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tirer des conséquences et des leçons. Alors, avant de revenir aux conséquences et aux leçons, il y a quand même un point qui est inédit depuis le début de ce conflit, c'est le fait que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, tienne un discours radicalement différent de ses soutiens occidentaux. Encore hier soir, il réaffirme ce missile n'était pas à nous, c'était un missile russe, alors de fabrication russe on le sait, mais il sous-entend qu'il a été tiré par la Russie. Lui, il réclame l'accès à toutes les données, il réclame l'accès au site sur lequel ce missile est tombé. Pourquoi, de votre point de vue, agit-il ainsi? Est-ce qu'il est là dans la sincérité, il est mal informé, ou est-ce qu'il est là dans un calcul stratégique? On ne peut pas se mettre à la place du président Zelensky qui conduit admirablement son peuple et ses forces armées depuis le début de cette campagne, ça fait quand même 10 mois. Il est sous une pression constante et il voit les exactions que commettent les forces russes au quotidien. Donc c'est dans cet état d'esprit-là qu'il aborde les événements qui touchent l'Ukraine. Mais aurait-il un intérêt à mentir, ou au moins à déformer la réalité pour des raisons stratégiques? Je le vois assez mal. On a entendu les responsables divers américains très rapidement. M. Biden s'exprimait rapidement. Le secrétaire général de l'OTAN lui a emboîté le pas. Et puis, les Polonais ont été très raisonnables, très responsables dans cette affaire. Je ne sais pas, peut-être que voilà, il y a peut-être eu un emballement. Moi, en tout cas, je ne voudrais pas faire porter la responsabilité de cette affaire sur M. Zelensky, alors que lui défend son pays et il fait le mieux possible. Si l'on se met du point de vue ukrainien, essayons de renverser 2 secondes la logique,
Les Occidentaux, eux, ne peuvent pas avoir un intérêt à minimiser la situation pour éviter l'escalade, dire en fait on préfère tout faire pour renverser la responsabilité vers les Ukrainiens, parce que si c'était réellement les Russes, si c'était réellement les Russes qui avaient frappé la Pologne, ça nous mettrait dans une situation impossible et une situation d'escalade inévitable. Moi, j'espère qu'on regarde les choses en face. L'expérience prouve qu'on n'a aucun intérêt à maquiller quoi que ce soit. À manipuler l'information. À manipuler l'information. Monsieur Poutine est assez fort en la matière et on a raison d'essayer de contrer sa campagne de désinformation qui est quand même très délétère. Mais d'un autre côté, on ne peut pas s'accorder les mêmes droits. Nous battons pour la démocratie, pour la liberté et pour la transparence. Donc, le seul souhait qu'on peut émettre, c'est faisons la transparence sur cette affaire. Mais enfin, un missile S-300, c'est un missile de défense antiaérienne. Il est parfois utilisé, des fins balistiques. Je vois mal les Russes l'utiliser. Oui. Ça, c'est mon analyse de militaire. Pour attaquer depuis la Russie, c'est ce que vous dites. Un point, je le disais en introduction, vous connaissez parfaitement l'OTAN. On sait tous, quand je dis on, c'est nous, citoyens, observateurs, fait une grosse frayeur mardi soir en se disant que va-t-il se passer? Va-t-on être tous embarqués dans une escalade? Il y a la question de ce fameux article 4, la question de ce fameux article 5, qui prévoit soit une consultation, soit une action, pour dire les choses de manière la plus simple possible. Si, mettons-nous dans cette hypothèse, si le missile avait été russe et qu'il s'était agi d'une attaque volontaire, à quoi aurions-nous réellement été contraints? Qu'auraient dû faire les Occidentaux? Y a-t-il un mécanisme automatique, en fait, quand on est membre de l'OTAN? Alors, il y a une préparation qui est permanente et une disposition de l'OTAN à assurer en permanence sa mission de protection, de prévention et d'action si nécessaire. Et pour défendre son territoire, pour défendre son espace aérien, son espace maritime, pour protéger pratiquement 1 milliard d'hommes et de femmes quand même, c'est pas rien. Après ça, évidemment, l'OTAN, qui est une organisation politico-militaire, entretient un dialogue permanent pour essayer d'avoir la meilleure information, l'information la plus pertinente possible pour prendre une décision. La décision se prend dans l'enceinte de l'OTAN, qui peut se réunir très rapidement. Les ambassadeurs sont là en permanence, et les militaires, évidemment, aussi, et avec des commandements qui sont permanents. Ce qui veut dire que l'automatisme, ça n'existe pas, mais la rapidité d'action, oui. Évidemment, regardez ce missile, on ne sait pas d'où il vient. On ne peut pas prendre une décision d'engager l'OTAN sur des éléments aussi vagues et fragiles. Donc, il faut cette analyse. Mais dès qu'il est avéré qu'une attaque, ou il serait avéré qu'une attaque délibérée, armée, contre un des pays de l'OTAN se produit, là, pour le coup, il peut y avoir d'abord déclenchement de l'article 4 par le pays, demande de déclenchement de l'article 4 par le pays concerné, c'est-à-dire des concertations, et ensuite déclenchement de l'article 5, c'est-à-dire que la défense collective se met en route, elle est préparée, il y a des plans pour ça, et d'ailleurs, les moyens de l'OTAN sont déployés aujourd'hui à l'est de l'OTAN pour y faire face, et les moyens de l'OTAN ont détecté ce missile, les moyens de l'OTAN étaient prêts à intervenir si nécessaire, donc pas d'automatisme pour éviter toute escalade malencontreuse, mais une rapidité d'intervention qui permet de faire face à peu près à toutes les situations. Mais ça veut dire que si ça se reproduit, ou alors, pour le dire autrement, si ça se produit réellement, qu'un missile russe frappe réellement le sol de l'OTAN, on peut imaginer attaquer la Russie. La défense collective, ça peut être l'attaque, effectivement, oui, bien sûr, ça fait partie des plans, s'il est avéré que c'est une attaque délibérée, une attaque armée contre des objectifs au sein de l'OTAN, contre un pays de l'OTAN. Vous le rappeliez, il y a des troupes de l'OTAN qui sont déployées, il y a d'ailleurs des troupes françaises, on parle parfois de la Roumanie, on a des soldats qui sont stationnés là-bas. Quel est leur rôle s'il y avait riposte? Est-ce que ce sont eux qui interviennent ou est-ce qu'ils sont là en fait dans un rôle de dissuasion pour dire on existe, on est là, on protège nos frontières? Depuis sa création en 1949, l'OTAN a prévenu, a dissuadé, comme vous le dites, les crises et les conflits à ses frontières. C'est comme ça que s'est terminée la guerre froide. Et on espère bien que cette alliance de 30 pays, aujourd'hui, elle est encore plus dissuasive qu'elle ne le fut par le passé et qu'elle contribue à la prévention et donc quelque part à la stabilité de cette vaste arc nord-atlantique et au-delà même du monde, je dirais, parce que la preuve qui est que 30 pays peuvent se mettre d'accord pour se protéger ensemble, protéger leur territoire, leurs citoyens et leurs valeurs,
Bien, je crois que ça, c'est quand même un élément très positif dans le contexte actuel. Mais est-ce que cette riposte, le cas échéant, elle peut aussi passer par le nucléaire? Ou là, c'est un sujet qui n'a rien à voir et qui ne s'appliquerait qu'en cas d'attaque nucléaire. À quoi le nucléaire peut-il servir? Uniquement à la riposte nucléaire ou à tout type de riposte? Le nucléaire, si je voulais faire une phrase, dissuade du nucléaire. Donc, il faut le laisser au niveau stratégique qui est le sien. Je le répète, mais le jour, par malheur, le nucléaire sortirait en quelque sorte de la boîte comme un diable, il serait quasiment impossible de le remettre dedans. Donc, laissons ce nucléaire au niveau stratégique. Oui, l'OTAN a une composante nucléaire. Oui, il y a 3 pays nucléaires dans l'OTAN, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, dont acte. Et c'est bien ainsi. L'OTAN a une crédibilité, globalement, l'OTAN a une crédibilité de dissuasion nucléaire qui ne fait aucun doute. Et souhaitons qu'elle soit efficace. Cet épisode est quand même venu rappeler qu'une frappe russe sur le territoire de l'OTAN était théoriquement possible. On l'avait presque un peu oublié. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que d'une certaine manière, c'est un mal pour un bien parce que ça nous permet peut-être de nous repréparer, de nous remettre en situation et d'envisager les mécanismes qui pourraient alors se mettre à l'œuvre? Je crois que c'est l'occasion d'expliquer effectivement, comme on vient de le faire, ce qu'est l'Alliance Atlantique et comment ça fonctionne. Et pourquoi c'est important que la France, qui est un des membres fondateurs de cette alliance, soit pleinement présente au sein de cette alliance. Chaque pays a vraiment son mot à dire. Et de se préparer au pire en espérant qu'il ne se produira pas. Mais d'être prêt, et c'est ça la grande force de l'alliance. Et il faut que chacun des pays mette tout ce qu'il a dans la balance pour se préparer individuellement. C'est une force collective, mais elle passe par une force individuelle. C'est pour ça que le poids de chacun des pays est important. Et aujourd'hui, les Américains pèsent encore trop lourd ces volets. Les Européens ne pèsent pas assez lourd au sein de l'OTAN. Donc, ils sont en train de faire des efforts. Les Américains qui ont les armements les plus importants. Oui, mais parce que les Européens n'ont pas consenti les efforts nécessaires pendant des dizaines d'années. Maintenant, ils essayent de rattraper. On voit l'Allemagne qui réinvestit, on voit la Grande-Bretagne qui réinvestit, et la France qui a sur notre programmation à venir. Ça va être un enjeu important de l'année 2023, de savoir à quel niveau on va situer cette loi de programmation pour se mettre à la hauteur des besoins d'un monde qui est plus incertain et pour assurer à cette alliance la véritable crédibilité militaire qui sous-tend sa crédibilité globale, sa crédibilité politique. Vous rappeliez tout à l'heure que la Russie, forcément, a une responsabilité dans tout cela. C'est elle qui a mené les frappes, c'est elle qui frappe sur tout le territoire ukrainien, y compris à proximité de la frontière avec la Pologne, pays membre de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise? Est-ce que ça se joue au niveau diplomatique? On a toujours cette image d'Épinal en tête, cette idée de téléphone rouge entre le Kremlin et l'Occident pendant la guerre froide. Il y a une époque, il y avait un conseil aussi entre l'OTAN et la Russie qui a disparu. Il y a une époque, il y avait aussi des zones tampons auxquelles on ne touchait pas. Quel est l'outil qui aujourd'hui peut avoir une utilité? C'est intéressant d'écouter les Russes parce qu'ils ont parlé eux-mêmes de cette zone de 35 km. 35 km, c'est à peu près la distance entre Lviv et puis la frontière, comme par hasard. D'abord, 35 km, je ne sais pas si ça fait sens avec la portée des missiles de croisière, les missiles qu'ils lancent aujourd'hui. Mais peu importe, l'idée, elle est là. C'est effectivement ce qui se passait durant la guerre froide, c'est que pour éviter toute méprise et tout malentendu fâcheux qui pourrait entraîner une escalade, il y a une sorte de zone tampon. Mais d'emblée, les Russes ont exclu cette option, puisqu'ils font la guerre à l'Ukraine, juste y compris à ses frontières occidentales. Donc c'est eux qui ont amené le risque à la frontière, c'est pas l'inverse. La zone tampon, je réexplique pour nos téléspectateurs, serait l'idée d'une zone qu'on définirait à laquelle les Russes ne toucheraient pas. Oui, on pourrait appeler ça un no man's land, c'est un peu ce qu'il y a entre les deux Corées. Enfin. Mais là, en l'occurrence, à partir du moment où les Russes décident d'attaquer de manière aussi proche de la frontière, parce que 35 km, comme j'expliquais à l'instant, c'est rien du tout. Donc, oui, pour la concertation, c'est clair. Alors, il y en a, on a entendu le patron de la CIA, son homologue, tout ça. Il faudrait peut-être qu'elles soient un peu plus formalisées pour tirer parti de cet incident et se dire quand même, ça serait trop bête, quoi. Ça serait trop bête. Parce que si effectivement, pour revenir à votre hypothèse, ça avait été un missile russe, l'affaire aurait été plus compliquée. Il faut quand même... Oui, je suis d'accord avec vous. Il y aurait eu une concertation. Il aurait fallu que les Russes s'expliquent, espérant que ça s'en serait arrêté là. Donc, on ne peut pas exclure que ça se reproduise à partir du moment où la Russie continuera à mener des opérations de vive force comme elle l'a fait à distance.
c'est tout à fait plausible qu'on ait de nouveaux cas. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour éviter que ça se reproduise. Et j'espère que la Russie en a tiré aussi quelques conséquences. C'est très important ce que vous dites là, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour l'éviter, mais on ne peut pas exclure, vu la stratégie russe, d'avoir un épisode qui, pour le coup, sera cette fois pas un malentendu, mais une réelle frappe russe sur un territoire... Il restera toujours cette ambiguïté, mais en tout cas, je crois que les Russes sont prévenus maintenant. Ils ont vu que l'Alliance Atlantique avait globalement, et les pays de l'Alliance Atlantique avaient une attitude responsable, la Pologne en tête et les pays qui y suivent. Mais ce n'est pas une raison pour aller plus loin. Alors, revenons à la stratégie russe. Ces frappes, elles touchent essentiellement des cibles civiles. Elles touchent des infrastructures énergétiques en particulier. On annonce moins 10 degrés dans certaines régions d'Ukraine ces prochains jours. La neige a commencé à tomber ce matin même en Ukraine. Comment vous expliquez-vous cette stratégie russe de dire on cible le civil plutôt que les lignes militaires ukrainiennes? Est-ce que c'est une stratégie par défaut? Est-ce que la Russie agit ainsi parce qu'elle n'a en réalité plus les moyens de faire reculer l'armée ukrainienne? Il faut revenir à la vision initiale de M. Poutine de cette guerre, cette opération spéciale, comme il l'appelle, la neutralisation des forces ukrainiennes, la neutralisation en quelque sorte des capacités ukrainiennes à survivre. Hein. C'est l'attaque des populations, terroriser, affaiblir la volonté des populations de se défendre, et faire tomber aussi, bien sûr, le régime de M. Zelensky. Donc, tout ça n'a pas été atteint, fort heureusement, grâce au courage et à l'abnégation des Ukrainiens, grâce au soutien qu'on leur a fourni. Maintenant, les Russes n'ont pas tellement d'alternatives. Bon, ils s'en prennent au réseau électrique parce qu'ils savent que c'est ça qui fera le plus mal aux Ukrainiens. Ça ne va sans doute pas renverser le cours des choses en ce qui concerne le moral des Ukrainiens. Peut-être que ça pourrait encore les doper s'ils en ont besoin. Mais n'empêche que c'est quand même une pression permanente qu'ils exercent. D'un autre côté, la guerre, elle continue. On n'en parle pas au quotidien, mais dans le Donbass, il se passe des choses aujourd'hui. On a vu des images sur votre chaîne. Il y a des combats de haute intensité qui ont lieu. Et il y a même eu, pour le coup, des reprises de terrain par la Russie dans le Donbass. Et ça continuera. Et ça continuera, puisque les Russes ont vraisemblablement repositionné des forces qu'ils ont prises du côté de Kherson ou dans le sud pour les repositionner. Et en permanence, c'est ça la guerre. Hein. On avance, on recule. Et les Ukrainiens sont obligés de s'adapter aussi. Et il faut qu'ils essayent de reprendre leur marche en avant. Mais c'est difficile parce qu'il y a une opposition. Il ne faudrait pas croire que les Russes, que l'armée russe s'est débandée complètement. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et au moment où on parle, le général Jean-Paul Paloméros, précisément, on apprend qu'une nouvelle vague de frappes massives touche en ce moment même l'Ukraine, des frappes russes, bien évidemment. Ça fait écho à ce que vous disiez il y a quelques instants et à ce que disait il y a quelques jours le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Il dit « Nous ne devons pas sous-estimer la Russie ». Peut-être qu'avec la défaite à Kherson, le retrait de Kherson, on a peut-être eu tendance à croire que ça y est, les Russes étaient défaits, que les Ukrainiens allaient pouvoir avancer. Kherson, c'est une belle bataille gagnée par les Ukrainiens sur le long terme. Hein. Ça s'est préparé, ils ont fait ça très intelligemment. Mais les Russes, d'abord, ont réussi un repli stratégique. En bonne et due forme. Quand vous dites un repli stratégique, c'est-à-dire que ça accrédite l'idée que ce soit un repli qui leur permette de se préparer, de se renforcer, de se réorganiser. Ils se sont positionnés de l'autre côté du Dniepr, qui est quand même une sorte de frontière naturelle ou un sacré obstacle. Et puis, ça leur permet de dégager des troupes, je pense, en tout cas, pour le Donbass, où là, ils mettent vraiment le paquet. Parce qu'il faut qu'ils aient... M. Poutine veut une victoire, absolument. Et en tout cas... Quelle qu'elle soit, mais au moins une victoire. Il veut une victoire. Est-ce que vous diriez, comme le chef d'état-major américain, Mark Milley, hier, qui a prononcé ces mots, la probabilité d'une victoire militaire ukrainienne, expulsant donc les Russes de toute l'Ukraine, y compris de la Crimée, cette probabilité-là n'est pas très élevée à ses yeux. Il est plutôt sceptique sur l'évolution des prochaines semaines. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Hein. C'est un homme de qualité qui a à sa main à peu près tous les renseignements nécessaires pour faire cette évaluation. Jusqu'à présent, sur la crise ukrainienne, les Américains ne se sont pas beaucoup trompés. Mais il y a tellement de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Je crois que si déjà les Ukrainiens arrivaient à rétablir la situation pré-février 2022, ça serait déjà exceptionnel. C'est peut-être à partir de là que certaines négociations pourraient commencer. Donc repousser les Russes à leur position en Crimée, dans le Donbass. La Crimée, ça va être cher, si je peux m'exprimer ainsi. Ça va être difficile. Maintenant, moi, je ne crois pas du tout à l'écroulement des forces soviétiques, des forces russes, pardon, oui. Vous l'avez bien compris.
Je crois que ça va continuer à être difficile. On le voit, hein, chaque jour apporte son lot d'attaques. Et ça ne va pas se terminer. Est-ce que les Russes ont un potentiel indéfini? Non, mais les Ukrainiens non plus. Ils ont perdu beaucoup d'hommes. Hein. L'évaluation américaine, une fois de plus, 100 000 blessés ou morts de militaires d'un côté, 100 000 blessés ou morts de l'autre côté. Ça prouve que cette guerre a un coût, elle a un coût humain. C'est peut-être ça qui va finir par limiter finalement le conflit. Et on voit que les Russes ont encore les moyens de frapper. On le voyait dans les matins LCI ce matin avec Benjamin Cruer, même des canons César français livrés sur place, touchés par des drones russes pour le coup. Oui, alors ça prouve, il y a plein d'enseignements évidemment dans cette crise, mais cette capacité d'adaptation des forces avec de nouveaux moyens, des drones qui sont réutilisés pour des fins différentes, ça c'est vraiment, au plan purement militaire, c'est passionnant parce que ça prouve qu'il faut qu'on soit beaucoup plus souple dans l'adaptation de nos moyens aux menaces actuelles. Et vigilant, on l'a compris avec vous, Général Jean-Paul Palairos-Romeros. Merci beaucoup. Pas de triomphalisme trop hâtif. La guerre est très loin d'être terminée.